Déjà, je sais, c'est ce qu'on s'est tous dit à la fin de cet épisode. Faut dire qu'il était court et avait tellement de trucs à l'intérieur. On est passé par toutes les émotions, la tristesse, la joie, le rire, l'inquiétude, des révélations, la peur. Parce que oui, Eren me fout les boules, je dois le dire. Mais enfin bref, on va tout reprendre et on va tout reprendre en profondeur. Le port de Paradis est enfin terminé et Kiyomi Azumabito, délégué du pays Heizul, seul ami de Paradis, on l'apprend par la bouche de Yelena, peut enfin accoster. Et c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur Mikasa. On apprend qu'elle serait l'héritière d'une lignée très importante de Heizul, puisqu'il y a 100 ans, un général de Heizul et membre de la lignée fondatrice de ce clan était ami avec le roi Fritz. Il aurait habité sur l'île du Paradis. Malheureusement, la grande guerre des titans aurait eu deux conséquences. D'une part, et peut-être la plus grave, c'est que Heizul est tombé en disgrâce étant donné qu'ils étaient du mauvais camp, c'est-à-dire du camp des perdants, des vaincus. Et ensuite, suite à cette guerre, ce général, très important pour son pays, n'aurait pas pu revenir dans celui-ci. Mikasa serait l'héritière de cette lignée perdue, ou plutôt abandonnée, ou les deux. En tout cas, on apprend qu'elle portait une marque depuis qu'elle était petite. Et ça, c'est un truc un peu bizarre parce qu'au fond, on n'en a pas vraiment entendu parler de cette marque. Même si il est vrai, dans la première saison, je ne sais plus quel épisode, mais il est question à peu près de quelque chose qui pourrait se rapprocher de cette marque. On voit que Mikasa était en train de broder avec sa mère, ce que vous voyez en ce moment. Et celle-ci, après l'avoir félicité pour sa broderie, avait dit que celle-ci se transmettait de génération en génération. Oh, ta gueule! En fait, on a une introduction de cette marque, mais dans le manga et non pas dans l'anime. Dans le manga, c'est ce que vous voyez à l'écran, la mère qui dit à Mikasa qu'elle devra passer cette marque et ce bandage de génération en génération. Donc Isayama est toujours un gros génie, pour l'instant on n'a rien pu faire. Mais bon voilà, au fond toutes ces belles histoires d'héritières retrouvées c'est un peu secondaire. La raison principale de la venue de Kiyomi sur cette île, c'est que Heizul en a après les ressources de Paradis, notamment la roche gelée explosive. C'est Sig qui en parle à Kiyomi et les deux concluent un accord. Mais d'ailleurs pendant cette scène, il y a un moment, ça m'a paru un peu bizarre, lorsque Sig montre l'équipement tridimensionnel qu'il a sûrement volé à Mike lors du début de la saison 2, rappelez-vous. Ou ne vous rappelez pas. Eh bien, Kiyomi sait déjà ce que c'est. Et là, je me demande comment elle peut savoir. Même Sig est impressionné. Mais comment elle peut savoir en fait à quel moment elle a pu apprendre que c'était ça. Il n'y a pas eu de contact entre le Paradis et Heizul pendant les 100 ans a priori. En tout cas, ça, je pense que c'est encore une douille que Isayama nous garde pour la suite. Et voilà, on apprend que le véritable but de Heizul, c'est d'avoir cette roche explosive gelée. Et d'ailleurs, je pense que cette roche, c'est tout simplement celle que l'on voit dans la cave où les descendants de la lignée royale se passaient les titans. Cette roche un peu bleue, blanche, qu'on n'avait jamais vue nulle part ailleurs, je pense que c'est celle-ci dont il est question ici. Et pour moi, il y a un truc où je suis moyennement d'accord, c'est que, à mes yeux, Kiyomi n'est pas cupide, ou en tout cas, elle n'est pas spécialement cupide. C'est simple, elle a envie de protéger son pays, elle a envie de protéger sa nation, parce que si sa nation tombe, elle est aussi elle dans la merde. Donc le fait qu'elle soit venue pas juste pour les beaux yeux des Eldiens, mais surtout pour pouvoir trouver un moyen de se défendre, étant donné que les temps sont a priori très durs, qui font partie des perdants, il faut quand même qu'ils aient eux aussi une puissance dissuasive pour au moins maintenir un semblant de paix. En tout cas voilà, pendant cette réunion, on apprend le plan de Sig, qui est censé se dérouler en 3 étapes. La première étape, un mini grand terrassement, et ça doit correspondre en gros à ce qui s'est passé à Revelio, avec l'attaque de Eren, qui est parti d'ailleurs tout seul, on n'oublie pas. Ensuite, la deuxième partie du plan, c'est l'aide de Heizul à développer encore plus Paradis, parce qu'au final, même s'ils ont appris beaucoup de choses pendant ces années, ils sont encore que des enfants, comme le dit Pixie, ils sont encore que des enfants dans ce monde. D'ailleurs, on entend un garde qui dit qu'il ne comprend pas bien ce principe de patrie, qui est normal, puisque sur Paradis, ils pensaient qu'ils étaient la fin de l'humanité, les derniers êtres humains, et il n'y avait pas d'autre groupe en face duquel ils pouvaient se poser comme étant un groupe différent et donc une nation. C'était l'humanité entière. Donc ils ont encore plein de concepts à apprendre. Le concept de patrie, le concept de religion comme on l'a vu la dernière fois. Donc finalement oui, Pixis a raison, ce sont encore des enfants, autant militairement que philosophiquement ou moralement ou historiquement, je vois pas trop le terme qui correspond, mais enfin je pense que vous me comprenez. Et finalement la troisième étape du plan de Sig, qui est sûrement l'étape la plus hardcore, c'est que lui doit léguer son titan, le titan bestial, à un héritier de la couronne. Il faut qu'il y ait à côté quelqu'un qui est le titan originel mais pas de sang royal pour pouvoir contourner le pacte de non-agression, et que le descendant de la couronne qui aura mangé Sig fasse pendant les 13 ans un maximum d'enfants pour que ce titan, le titan bestial, reste sur Paradis. Et en fait
fait, c'est tout simplement revenir un peu au point de départ. C'est faire en fait ce que jusqu'à là, tous les Fritz ont fait. Et c'est un peu triste parce que on retombe dans cette idée de cycle infernal, de cycle duquel on n'arrive pas à sortir. En tout cas, à ce troisième point, Eren s'enflamme. Il refuse catégoriquement d'abandonner, de sacrifier Historia. Ce qui d'ailleurs va lui faire monter les larmes aux yeux à cette fille. On voit à quel point après, il semblerait qu'il ait pas mal changé d'avis sur ce point. On apprend qu'il y aurait deux moyens en fait d'éviter le grand terrassement. Le premier moyen, ce serait que Hesul aide les Eldiens à trouver d'autres alliés. Parce que même si leur aide pourrait être précieuse, et va sûrement être précieuse, les Eldiens ont le monde entier contre eux. Donc un autre petit coup de pouce ne serait pas de refus. Cependant, on apprend que Hesul n'est pas prêt à les aider en fait. Il n'aurait pas trouvé d'autres alliés, ou plutôt, il n'aurait pas vraiment intérêt à en trouver, étant donné qu'ils veulent se garder pour eux toutes les ressources en fait qu'il y a sur l'île du paradis. D'où la deuxième solution qui serait d'engager des pourparlers, un processus de paix avec les nations de la Terre. Ce serait de dissiper l'ignorance et par cela de dissiper la peur que peut inspirer les Eldiens au monde, par la parole. Et ça, on revient à ce que Armin avait vraiment envie de faire en fait, parler pour dissiper les malentendus. Et c'est aussi a priori le plan de Angie. Et plus largement, a priori c'était le plan qui devait être engagé. Et Eren, dans cet épisode, on n'a pas vraiment l'impression qu'il est contre. Ce qui me fait me poser une question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment et le moment où il a pété un câble, où il est parti tout seul déclarer la guerre? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet intervalle qui l'a fait prendre conscience, ou en tout cas penser, qu'une paix était absolument impossible, et surtout par ce processus? Ce qui nous amène à la scène de la prison. Ah là là, la scène du cachot, elle était tellement bien. Je veux dire, Eren avait un flow monstrueux. D'ailleurs, sincèrement, c'est ce que je disais en début de review, mais il m'a carrément foutu les boules, surtout à la fin. Enfin bref, on reprend tout dans l'ordre. On voit que voilà, il répète son Tatakae, bats-toi. Et Angie, encore une fois, pour la seconde fois, elle vient le déranger dans ses bails de prisonnier. Et ça, il faut qu'elle arrête. Ça suffit maintenant. Ce que j'ai retenu, moi, de cette scène, c'est le fait qu'elle demande pourquoi, Eren, tu répètes Tatakae. Pourquoi tu dois le répéter? Pourquoi tu dis deux fois? Parce que le fait qu'elle appuie sur ça, en soi, Tatakae, c'est un peu, un truc pour se donner de la force, un truc pour se donner du courage. C'est pas si incroyable qu'il le répète deux fois. Mais le fait que Isayama ait décidé que Angie allait appuyer sur ça, sur cette récurrence, ça me fait me dire que c'est pas si anodin et qu'il va falloir garder ça dans un coin de la tête. Sinon, on voit qu'Angie le pousse à bout, qu'elle se fout un peu de sa gueule et puis que Eren n'a pas le temps, en fait, il a vraiment pas le temps. Et c'est là qu'elle lui dit, je comprends pas, je croyais que tu voulais protéger Historia et que tu voulais même tous nous protéger, et là tu nous as tous mis en danger. Et c'est à partir de là que Eren s'énerve. Et d'ailleurs, sa phrase, lorsqu'il dit qu'il a le titan marteau et donc il n'y a aucune prison qui soit assez profonde ou assez forte pour le retenir, pour moi, ça c'est une phrase mais un peu méta, dans le sens où, en effet, il n'y a aucune prison qui peut le retenir, mais en plus de ça, Eren, c'est celui qui veut être libre, c'est celui qui ne supporte pas d'être enfermé. Donc je pense que c'était au niveau, purement littéral qu'il disait ça, mais aussi au niveau un peu plus élevé. En fait, vraiment, Eren, rien ne peut le retenir. C'est le titan qui va toujours de l'avant et qui brise les murs dans sa recherche de liberté. Et voilà, je me suis dit que peut-être que c'était pour ça en fait qu'il avait en tête le titan marteau, dans le sens où il savait qu'il allait être emprisonné et qu'il avait besoin de ce titan marteau. Bien sûr, il a aussi essayé de prendre le titan mâchoire et tout, mais quand on voit son attaque à Revelio, a priori c'était vraiment le titan, j'ai dit beaucoup trop de fois a priori c'était le titan marteau qu'il désirait. Peut-être qu'il avait compris qu'à son retour il serait à nouveau enfermé et qu'il voulait prendre un peu des garanties par rapport à ça. En tout cas, Eren commence à s'énerver, il chope Angie par le callback et lui met le plus gros coup de pression de toute sa vie. Eren il en met beaucoup cette saison, on se rappelle de Reiner et tout, mais là, compte tenu de la personne à qui il le fait, c'est quand même grave. C'est genre un peu sa supérieure hiérarchique en fait. Et il s'énerve en criant « Si t'as d'autres solutions, dis-le-moi. » Donc on revient à cette idée de « Il n'y a plus d'autres solutions ». Et à ma question, qu'est-ce qui s'est passé Eren pour que tu penses qu'il n'y ait plus aucune autre solution? Réponds-moi, maintenant s'il te plaît. Ok, réponds quand t'as envie. Susceptible le garçon, Mais là, un peu de légèreté dans ce monde de brutes. La scène sur les voies ferrées, elle était vraiment bien. Et après sur le train, j'ai vraiment adoré. Plein de petits moments marrants. C'est pour ça, je trouve, dans cet épisode, on passe par toutes les émotions. Mikasa qui se trimballe avec des tonnes de fer sur le dos à elle toute seule. Quand elle passa à l'écran, j'étais en train de prier en me disant pitié, mettez une personne au bout de ces barres. Eh ben non. Et Levi qui râle parce que tout le monde pousse autour de lui, sauf lui. Franchement, mettez du respect sur mon gars Levi. Petit, mais il les prend tous en fait. Si vous voulez, il les prend tous quoi. Il fait des dingueries. Y a moyen, il les engrosse tous en fait. S'il le veut, dès qu'il le veut, il le fait. Mais bon, la façon dont il dit ça, puis qu'après tout le monde l'ignore un peu, ça m'a fait rire. Puis la scène vraiment trop mignonne et assez réaliste sur le train lorsque Eren dit que il ne veut pas que son titan passe à l'un de ses amis parce qu'il tient tellement à eux.
Alors ça, madame, alors ça, c'était beau ça. Commence à rougir et tout, ils sont un peu gênés. On voit, ils s'aiment, mais ils peuvent pas se le dire complètement. Après tout, c'est des soldats qui sont engagés dans une guerre contre l'humanité. Je veux dire, l'amour a du mal à surgir sur ce genre de terrain, mais il est toujours là. Et j'aime bien cette façon que Isayama a de le traiter. On a encore une scène touchante et marrante avec Connie et Sacha. Et Sacha, plus je la vois après sa mort, plus je l'aime. Là, elles sont spectres, hein, il veut pas lâcher le truc. Avec leur hé. Ces scènes qui rendent encore plus intense, encore plus profonde l'empathie qu'on a à l'égard de Connie, qui a réellement perdu sa sœur jumelle. C'est vraiment hyper bien retranscrit. Mais voilà, ils s'aiment tous. Et la question d'ailleurs après, c'est est-ce que Eren les aime toujours? Ben, on n'en est plus très sûr. On ne sait pas, on en discute. C'est la scène justement de la discussion entre Jean, Armin, Mikasa et Connie. Connie qui va jusqu'à dire qu'il faudra être prêt à abattre Eren. Ce Eren que plus personne ne reconnaît. Et à ça, Mikasa instinctivement bien sûr le protège Eren. On s'en doutait, et c'est compréhensible étant donné que Eren c'est sa famille et c'est celui qu'elle aime. Mais bon, dans une situation de guerre aussi totale qui est celle dans laquelle tous se trouvent, on peut pas faire des sentiments comme ça. D'où la surprise de Connie. D'ailleurs, dans cet épisode, Connie a l'air tout le temps surpris, je sais pas ce qui se passe. Mais enfin bref, Connie a raison, et il va par sa simple question remettre Mikasa à sa place. Elle aussi a conscience que, bah non, c'est la guerre. Et si Eren est prêt à les trahir, ça va être compliqué de lui trouver encore des excuses, mais elle tente, elle tente. Et là, elle en trouve. Elle dit que le si grand amour qu'a Eren pour eux tous, c'est ça qui le pousse à être radical. Et au fond, c'est pas forcément faux, en fait, peut-être qu'elle a raison. Mais le truc qu'avait dit Eren, qui voulait que tout le monde vive vieux, ça m'a fait penser à ce qu'il avait dit à Falco, rappelez-vous. Ce qui ne l'a pas empêché de quasiment le buter lors de sa transformation. Non mais si Eren vous aime, faites-vous du souci. Et cette histoire d'ailleurs de vivre vieux, elle est déjà présente lorsque Falco a l'air complètement dépité en disant que si Gabi gagne le titan cuirassé, elle ne vivra que jusqu'à 27 ans. Et l'autre endroit dans lequel on peut encore retrouver cette thématique, c'est tout simplement dans l'ending. Les paroles sont... Même si les cendres se sont envolées, reste en vie. Voilà, en gros, peu importe ce qui va m'arriver, si je meurs, si je brûle, que je me réduise en cendres, toi, vis. Il y a vraiment cette idée de peu importe ce qui va m'arriver, je veux que tu vives la vie. Cette thématique qui revient tout le temps, je la trouve à la fois belle et angoissante. Mais bon, pour Jean, bah non. Puisque Eren les a tous mis en danger, les a appelés au front, les a forcés à faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire et à presque mourir. D'ailleurs, à cause de Eren, Sacha est morte. Parce que pour moi, ce n'est pas Gabi qui a tué Sacha, c'est vraiment Eren. Ce n'est pas cet enfant endoctriné, c'est Eren qui savait ce qu'il faisait. Et Connie qui décidément ne pardonne pas le rire qu'a eu Eren. À mon avis, il interprète mal ce rire et j'aimerais en parler un jour, mais pas dans cette review. En tout cas, cette cassure qu'il y a entre Eren et le reste de ses amis et le reste du monde s'accentue de plus en plus. On voit même que Armin prend conscience du danger que devient Eren et qu'il semble prêt à ne pas faire de sentiments si la situation l'exigeait. Et on termine cet épisode sur des soldats qui boivent dans la forêt du vin. La même bouteille de vin qu'avait proposé Niccolo à ce serveur Mar qui avait été chargé de rapporter du vin aux Eldiens qui parlaient en dessus. Au-dessus est Mal. Mal de qui? D'Historia, qui est enceinte. Parce que oui, Historia est enceinte, et ça, on s'y attendait pas du tout. Et d'ailleurs, l'histoire là qui semblerait expliquer comment elle a rencontré le futur père de son enfant, j'y crois pas du tout. Et à mon avis, c'est pas lui le père. Je veux dire, pendant tout le flashback, on voit jamais la tête de ce supposé fermier. Et puis, il m'a fait vachement penser au flashback qu'avait Berthold lorsqu'il avait expliqué sa première rencontre avec un titan. J'ai l'impression de parler d'un date. Non mais la première fois qu'il avait découvert un titan puis qu'il avait dû fuir sa maison et tout ça. Et après on apprend qu'en vrai c'était pas sa vraie histoire mais une histoire volée à ce vieux monsieur qui la lui avait raconté et qui s'était pendu par la suite. En tout cas à la tête d'Historia on peut comprendre que cet enfant n'a pas été fait pousser par la tendresse et l'amour. Peut-être que ce bébé a été fait pour suivre une stratégie. Et la stratégie de qui? À mon avis la stratégie de Sig. Parce que oui, à la fin on voit les gardes qui boivent du vin là dans la forêt en compagnie, mesdames et messieurs, de Levi et Sig. Et là je vais faire une petite théorie, mais cette théorie elle est basée sur le trailer. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous n'avez pas du tout envie de vous faire spoiler à ce niveau là, eh bien rendez-vous au timecode qui s'affiche devant vous. En tout cas, zone théorie. À mon avis,
dans la bouteille de vin, il y a un liquide qui permet de transformer les personnes en titans. Et d'où ça me vient ça? Ça vient tout simplement du trailer. Regardez, à ce moment-là, on voit que Levi est en train de se battre dans une forêt avec qui? Sig. Sig qui peut contrôler les titans. On sait que c'est lui qui a transformé la mère de Connie et tout son village en titans. Et je me dis, cette bouteille-là que proposait Niccolo, c'était vachement bizarre, hein, sa façon de le proposer, il y avait vraiment quelque chose de bizarre. Je me dis que peut-être à l'intérieur il y a un liquide qui permet de transformer les gens en titans et que c'est ce qui pourrait se passer dans l'épisode qui va venir ou dans l'épisode d'après. Alors, je sais pas si c'est vrai, je répète que j'ai pas lu les scans, que je sais rien, moi je suis vraiment anime only. Mais avec tout ce qui s'est passé, la façon bizarre dont c'est fait, le fait que ce soit la même bouteille, la tête de Niccolo quand il l'a proposé et le trailer, en fait je vois pas trop comment ça pourrait pas être ça en fait. Enfin voilà. En tout cas, très bon épisode, très serré, très condensé. On a appris beaucoup de choses et on est passé par 1 milliard d'émotions. Et c'est ça que j'aime dans l'Attaque des Titans. On en a toujours pour notre argent. En tout cas, hâte de voir le prochain épisode. Je ne regarde pas les previews après le générique de fin, donc je serai complètement dans la surprise, mais je sais que je peux faire confiance à Isayama. Ainsi qu'à vous pour vous retrouver la semaine prochaine. Vous avez vu cette transition? Pour une autre review et d'autres vidéos. Il y en a une qui va sortir et qui ne sera pas en rapport avec l'Attaque des Titans. En tout cas, jusqu'à là, tchuss!